Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. En 2020, un Calédonien sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté. Ce sont les chiffres rapportés ce matin par l'ISEE, mais le constat est différent selon les communes. On en parle. En 2020, un Calédonien sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté, ce qui correspond à 51 000 personnes au pays. Mais les chiffres sont différents selon les provinces ou encore les communes. Olivier Fagnot, directeur de l'Institut de la statistique et des études économiques, nous en dira un peu plus tout au long de cette émission. Et Lolita Lecrin, gestionnaire de l'association Saint-Vincent-de-Paul, est également parmi nous. Elle nous parlera de ses observations depuis ces dernières années. Nous retrouvons également notre journaliste Henri Nailolo Alifou. Il nous emmènera à Docking à la rencontre d'un pasteur lors de la convention protestante. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Olivier Fagnot, l'ISEE vient de publier un nouveau rapport sur la pauvreté et les inégalités au pays. C'était ce matin. Avant d'aller plus loin, la notion de pauvreté selon l'ISEE, c'est quoi ? Alors ça, c'est une question importante. Il y a différentes façons de mesurer la pauvreté. Les pays de la zone, Fidji, Vanuatu, vont compter le nombre de personnes qui ne peuvent pas assouvir leurs besoins primaires, c'est-à-dire se loger, se nourrir et se vêtir. D'autres pays, sous les recommandations des Nations Unies, vont compter le nombre de personnes qui n'ont pas 1,25 $ par jour pour vivre. Nous, on fait différemment. C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les ressources de tous les ménages de Calédonie à travers différents fichiers administratifs, CAFAT, DSF, Fonds social de l'habitat, Caisse locale de retraite. Et on va regarder aussi leurs impôts et on va déterminer pour chaque ménage un revenu disponible par mois. À partir de là, on va calculer ce qu'on appelle un seuil de pauvreté et toutes les personnes qui ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté sont considérées comme pauvres. Alors, c'est une pauvreté monétaire relative. Donc c'est bien par rapport, c'est l'aspect financier déclaré que vous... C'est ça votre... C'est exactement ça. Ça. Et c'est aussi donc uniquement tout ce que touchent les personnes sous forme d'argent. Ouais. Mais c'est aussi ses limites. C'est-à-dire que en ne regardant que les fichiers administratifs où il y a des déclarations, on perd une partie de la réalité, notamment de la solidarité qui peut exister au sein des familles, au sein des tribus. On peut perdre aussi des revenus qui sont liés à l'économie informelle. La personne qui vend ses fruits et légumes sur le bord de la route, il ne va pas nécessairement déclarer ses revenus. Donc on perd cette partie de la réalité. Est-ce que c'est pris en compte à un autre endroit ? Non, ce n'est pas pris en compte à un autre endroit. Et c'est vraiment ces limites qu'il faut avoir en tête quand on va présenter les résultats tout à l'heure. Juste vous dire que le seuil de pauvreté, pour que chacun se rende compte, pour une personne seule, c'est 87 950 francs par mois. D'accord, ça c'est un chiffre... Comment vous l'avez eu, ce chiffre-là ? Alors, on va prendre, je vous disais, tous les revenus disponibles des personnes et on va prendre en compte le fait que, selon votre composition familiale, il y a des économies d'échelle. D'accord ? On appelle ça les unités de consommation. Quand vous êtes deux, vous n'avez pas besoin de 2 frigos, vous n'avez pas besoin de 2 machines à laver. Donc on va en prendre en compte tous ces éléments et on va calculer donc ce revenu pour chaque personne du ménage. Et après on va prendre tous les revenus de tous les Calédoniens, on va les mettre dans l'ordre croissant et on va calculer la médiane. La médiane, c'est la valeur du niveau de vie qui va séparer la population en deux. Il y a 50% de la population qui va avoir un niveau de vie inférieur et 50% qui va avoir un niveau de vie supérieur. Et le seuil de pauvreté, c'est la moitié de la médiane. Et c'est défini de façon internationale, c'est la moitié de la médiane. Et donc concrètement, pour une famille, on est à combien ? Alors, donc la médiane, elle est à 175 900 francs pour une personne. D'accord. Si vous prenez une famille de 2 adultes et de 2 enfants, le revenu de référence, et c'est intéressant parce que chacun pourra se comparer finalement, elle est de 369 400 francs par mois. Si vous êtes dans une famille, donc 2 adultes et 2 enfants de moins de 14 ans, et que vous touchez moins de 369 000 francs, alors le toucher moins, c'est-à-dire vos revenus, plus les prestations sociales et moins les impôts. C'est ce petit calcul qu'il faut faire aussi. Alors là, vous êtes considéré comme en situation de pauvreté relative monétaire. C'est un concept statistique, attention. Il ne s'agit pas de pointer, de marginaliser, d'exclure. Il s'agit juste de poser des chiffres sur une situation
particulière de la pauvreté monétaire. Oui, vous ne prenez pas en compte, par exemple, le bien-être. Ce n'est pas parce qu'on touche beaucoup moins ou qu'on est considéré comme pauvre, selon l'ISEE, qu'on est forcément, qu'on vit mal. Ça n'a rien à voir avec effectivement le bien-être. Et d'ailleurs, le taux de pauvreté donc, que l'on calcule, vous disiez province par province et même commune par commune, souvent aussi il est lié à un mode de vie particulier que l'on trouve, on le verra au niveau des résultats tout à l'heure. Ça correspond aussi à des zones où il y a de l'activité économique, mais ça dépend aussi du mode de vie choisi par les habitants localement. Lolita Lecrin, Saint-Vincent-de-Paul fait partie des premières associations caritatives du pays. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos missions ? Alors, les missions de Saint-Vincent-de-Paul, c'est de venir en aide par tous les moyens possibles aux personnes les plus démunies. Alors, ça consiste à Saint-Vincent-de-Paul, Nouvelle-Calédonie, en un principe d'épicerie solidaire. Oui. Également, nous avons ce qu'on appelle les passages solidaires. Donc, on se déplace aussi dans des zones un peu éloignées pour aller distribuer et vendre des produits de première nécessité à tout petit prix. Également, nous faisons ce que l'on appelle des dons alimentaires, vestimentaires et des dons de meubles. Et aussi, on va faire différentes activités différentes activités sociales pour venir en aide à nos bénéficiaires. Et quel profil de personnes entrent dans vos épiceries solidaires ou font appel à vous ? Alors, dans les épiceries solidaires, vraiment, il y a deux types de personnes qui viennent dans les épiceries solidaires. Il y a des personnes qui y viennent pour acheter des denrées de première nécessité. En fait, nous, on va y vendre des produits de première nécessité à tout petit prix. En fait, on achète le paquet de riz à 185 francs à nos fournisseurs. On va le vendre à 185 francs. On ne fait aucune marge, en fait. Et l'aspect solidaire, ce sont les clients solidaires qui vont venir dans ces épiceries et qui vont acheter d'autres produits, c'est-à-dire des dons alimentaires. En fait, on vend aussi du don alimentaire, mais ce don alimentaire que l'on reçoit de la grande distribution et tout ça, c'est jamais des produits de première nécessité. Ça va être du chocolat, ça va être... c'est des produits un peu différents. Mais le client solidaire, il est important parce qu'en achetant ces produits qui ne sont pas de première nécessité, nous, ça va nous permettre des bénéfices qui vont nous permettre d'acheter des produits de première nécessité qu'on va revendre à prix coûtant. Donc en fait, dans les épiceries solidaires, on a deux types de populations. On a des clients, des bénéficiaires en fait, qui viennent pour acheter les produits le moins cher possible, des produits de première nécessité. C'est des familles qui vivent dans la grande précarité ou c'est des familles qui ont un travail mais qui n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts? Alors effectivement, on a un critère social pour sélectionner nos bénéficiaires et ce critère social, ce sont les gens qui ont l'AMG en fait. Ce sont des personnes qui vont... Oui, pardon, l'aide médicale gratuite. Ceux qui ont l'aide médicale gratuite peuvent venir chez nous acheter des produits de première nécessité à prix coûtant. Et en fait, les clients bénéficiaires, c'est n'importe qui va y aller parce qu'ils viennent en solidarité. Ça permet à la structure, par les bénéfices, de racheter des produits de première nécessité. Donc, c'est ça le public des épiceries solidaires. Et on en a 3 sur Nouméa, Païta et Mandor. Olivier Fagnot, vous l'avez annoncé ce matin à la conférence de presse. Un Calédonien sur 5, on l'a dit, vit sous le seuil de pauvreté en 2020. En 2019, le constat était le même. C'est-à-dire que c'est constant? Les chiffres sont constants? Voilà, j'ai juste apporté un petit rectificatif à ce que j'ai dit avant avec mon exemple de la famille de 4 personnes. Oui, le seuil de pauvreté, je reprends, c'était proche de 88 000 francs mensuels pour une personne. Et pour une famille donc, de 2 adultes et de 2 enfants, c'est 176 000 à peu près. Donc votre référence, quand vous êtes une famille de 2 adultes et 2 enfants, c'est 176 000 francs. Si vous avez en dessous comme ressources, vous êtes considéré comme pauvre statistiquement. Donc pas 300 Non, 300, c'était 000, comme on avait dit tout à l'heure. En fait, c'était la médiane qui sépare la population en deux. Et pour une famille donc, de 2 personnes, 2 enfants, ça équivalait à 2 fois ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc l'évolution par rapport à 2019, alors c'est un nouveau dispositif qu'on a pris en compte en utilisant les fichiers administratifs. Et l'enquête de 2019, elle a été faite en interrogeant directement les ménages chez eux. 2 méthodes différentes et pourtant les résultats sont les mêmes et on ne voit pas d'évolution entre 2019 et 2020. On avait déjà à peu près un Calédonien sur 5 qui vivait sous le seuil de pauvreté.
Quand on regarde la carte, on va la voir, ce qui frappe en premier, là c'est la vôtre de Lisée, ce qui frappe en premier, c'est que la côte ouest a un taux plus bas de pauvreté que l'autre côte, et voire même les îles Loyauté. C'est un résultat constant. On a fait plusieurs analyses. Oui. Et en fait, peut-être que le résultat le plus important de cette étude, c'est que vraiment, on peut tirer un trait d'est en ouest. Et on a à gauche de ce trait donc les communes de l'ouest qui ont effectivement des niveaux de vie plutôt plus élevés et donc des taux de pauvreté plutôt moins élevés que la côte est et les îles Loyauté. Ça, c'est un élément vraiment important comme résultat de cette étude. Donc là, peut-être aussi, ça s'explique par le mode de vie des personnes. En fait, si on regarde notamment la part de la population qui vit en tribu, oui. En fait, on a, si vous calez une carte sur l'autre, vous avez une répartition qui n'est pas si loin que ça. C'est pour ça que ça nous fait dire que le taux de pauvreté plus élevé dans la zone est et dans les îles sont liés à un mode de vie, effectivement, plus que et ça rejoint votre question tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de calculer le bien-être ou autre? Non, pas du tout. Par exemple, parce que là, dans les chiffres, quand j'ai regardé, j'ai feuilleté un petit peu le rapport, Marais fait partie de c'est la commune qui a le plus haut taux de pauvreté avec 52,9%. Et c'est peut-être aussi, comme vous le disiez, on vit essentiellement de la pêche et de la culture. De ce coin-là comme comme la côte Est, mais peut-être qu'ils vivent beaucoup mieux qu'une personne qui vit à Nouméa qui doit sortir son porte-monnaie tout le temps, quoi. Pour tout. Voilà, en tout cas, ce que l'on pense, c'est que derrière ce chiffre de pauvreté monétaire, donc de 52%, donc un Maréen sur deux serait en situation de pauvreté monétaire. Il y a un système de solidarité qui fonctionne et qui fait que, même en étant considéré comme pauvre monétairement, finalement, avec la solidarité et peut-être l'emploi informel non déclaré, les personnes réussissent à vivre effectivement. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné ce matin avec Marie-Noël. Vanessa Kédé l'a suivi. Reportage. Pour entrer et faire ses courses ici à l'épicerie Saint-Vincent-de-Paul de la vallée du Thiers à Nouméa, il faut être titulaire de l'aide médicale. Marie est auxiliaire de vie depuis 15 ans, mais a dû démissionner en décembre. Ça va faire presque 4 mois qu'elle essaie tant bien que mal de subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Tous les jours, c'est pas facile, hein. Même quand je travaillais, c'est pas facile, mais j'arrive pas à joindre les 2 bouts, c'est dur. Je peux plus faire plaisir à mes enfants pour avoir un bon plat, ou pour manger un bon plat, ou aller au restaurant, au McDonald's. Tout ça, c'est fini, tout ça, parce que au jour le jour, c'est, voilà, il faut... Je dors avec le stress, je dors avec les soucis dans la tête. Là, je passe par l'assistante sociale pour mon aide au logement, pour les aides pour les factures. La société Saint-Vincent-de-Paul existe dans le pays depuis 1899. Elle a donc plus de 120 ans. La fréquentation dans ces 4 épiceries solidaires dans le sud est en hausse. De 15 000 clients par mois, ils sont passés à 20 000. Depuis le Covid, on a pu voir effectivement une grosse fréquentation, un gros accroissement de la fréquentation de nos épiceries solidaires en premier, puisque dans ces périodes de crise, on subit quand même comme partout dans le monde. Avant, c'était vraiment des gens sans travail, qui étaient vraiment démunis depuis longtemps, qui n'avaient jamais travaillé, ou des personnes âgées, ou très âgées, ou une catégorie de personnes. Là, nous voyons des gens, différents socialement. C'est plus des personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas... des personnes qui n'arrivent pas vraiment et puis qui essaient de trouver au moins cher. Comme Saint-Vincent-de-Paul, Action Solidaire est de plus en plus sollicitée. Elle élargit donc son réseau vers le nord. Après avoir livré Yengen et Farino, cette semaine, l'association fournira également les communes de Touo et Kouawa. Hier, nous l'avons rencontrée lors du chargement pour Kouawa. Selon elle, la précarité concerne beaucoup de foyers dans le pays. Au fur et à mesure, ça fait du monde.
Ça fait du monde qu'on découvre au fur et à mesure des antennes, on découvre vraiment, il y a des familles, même là où dans les endroits comme Kourouaï, où il y a des mines, où il y a de la précarité, il y a des familles qui sont vraiment dans le besoin. Selon le rapport de l'ISEE, dont les résultats ont été dévoilés aujourd'hui, en 2020, 51 000 Calédoniens vivaient sous le seuil de pauvreté. Un chiffre qui sera peut-être en hausse dans la prochaine étude de l'Institut prévue en novembre prochain, en raison de la crise sanitaire. Lolita Lecrin, Marie-Noël, elle travaillait, pourtant n'arrivait pas à joindre les deux bouts. C'est la première fois qu'elle se rendait justement à la boutique, à l'épicerie solidaire de Saint-Vincent-de-Paul ce matin. Est-ce que vous observez une augmentation de nouvelles personnes qui travaillent notamment ? Oui, tout à fait. Le cas de Marie-Noël, c'est ce qui arrive le plus souvent actuellement. Avant, on avait une population peut-être un peu différente, plus en... des gens qui ne travaillaient pas mais qui bénéficiaient d'aide. Et là, vraiment, on se retrouve avec des personnes qui travaillent, qui s'en sortaient auparavant et qui maintenant ne peuvent plus. Elle le dit, là, ces petits plaisirs, elle ne peut plus. Elle peut plus offrir des choses à ses enfants. Il y a vraiment un glissement. Et en fait, donc, il y a l'épicerie solidaire, il y a les épiceries solidaires. Donc là, c'est des gens qui peuvent venir d'eux-mêmes acheter. Mais on a également ce qu'on appelle les dépannages alimentaires ou vestimentaires ou de meubles. Et là, c'est vraiment les assistantes sociales qui nous envoient des gens et on fait des bons, on leur donne. Et là, vraiment, il y a encore plus un glissement. Là, vraiment, on a de plus en plus de demandes de dons alimentaires. Et les profils sont à peu près les mêmes des personnes qui travaillent. Oui, et ce qu'on doit rajouter, c'est aussi beaucoup des mamans qui nous semblent célibataires. En tout cas, elles viennent seules avec leurs enfants. Il y a vraiment, je pense, un glissement aussi sur ça. Et une augmentation, vous voyez, depuis combien de temps ? Alors, moi, je dirais ça fait bien 1 an et demi, peut-être un peu avant la période, ou pendant la période de restrictions sanitaires, mais vraiment un glissement aussi vers les familles monoparentales. Olivier Fagnot, pourquoi avoir choisi de changer de méthode, plus celle de 2019, mais d'avoir choisi d'analyser de manière géographique, quoi ? Celle de 2019, donc c'était une enquête auprès des ménages. Théoriquement, on l'a fait tous les 5 ans. Mais en fait, la dernière avait eu lieu en 2008, puis 2019. Et la prochaine se fera dans les prochaines années, c'est sûr, mais on ne sait pas trop quand. Donc on a essayé de voir si on pouvait, en mobilisant les fichiers administratifs, avoir une nouvelle mesure qui avait 2 avantages au moins. Le premier avantage, c'était qu'on pouvait avoir des résultats année après année, et pas tous les 5 ou 10 ans. Ça, c'était un premier avantage. C'est plus parlant, du coup. C'est plus parlant, et puis on suit mieux, effectivement, l'évolution. Deuxième avantage, c'est que ça nous permet d'aller sur des zones beaucoup plus précises. En 2019, les résultats étaient donnés au niveau Nouvelle-Calédonie. Là, on a Nouvelle-Calédonie, province et commune. Donc, c'est un nouvel éclairage finalement que l'on porte sur un sujet important de la pauvreté monétaire. Et le projet, c'est d'aller encore même plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer faire de mêmes calculs sur les grands quartiers du Grand Nouméa, c'est-à-dire les quartiers de plus de 2000 habitants du Grand Nouméa. Je trouvais intéressant ce schéma sur la composition de niveau de vie en 2020. On le voit à l'écran. Pour les personnes ayant un niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est la 3e colonne, on lit qu'il y a un revenu via le travail en bleu, légèrement inférieur aux aides sociales en jaune, mais aussi une forte autoconsommation en vert, tout là-haut. Donc tous ces éléments atténuent la pauvreté ? Alors effectivement, c'est une grosse différence sur les colonnes de gauche. Vous avez l'ensemble de la population et vous avez pratiquement 80% des ressources qui proviennent du travail dans l'ensemble de la population. Donc les personnes sous le seuil de pauvreté, il y a une part, vous l'avez dit, moins importante, mais qui est compensée par les aides sociales et par l'autoconsommation. Alors, du coup, c'est une bonne nouvelle, c'est que la redistribution, donc le fait de prendre quelque part des impôts et le redistribuer sous forme d'aide sociale, bénéficie aux personnes les plus modestes. C'est quand même le but de la redistribution. Et du coup, on a calculé s'il n'y avait pas ce système de redistribution, qu'est-ce qui se passerait ? Si on notait ces aides directes aux ménages, en fait, le taux de pauvreté passerait de 19% à plus de 25%.
Donc, on n'aurait pas un Calédonien sur 5 qui serait en situation de pauvreté, on aurait un Calédonien sur 4 qui sera en position de pauvreté. Une forte augmentation. Donc on a un système de redistribution finalement qui permet de limiter les inégalités. Dernière question, hein, parce que ça va très très vite. Concernant l'écart entre les inégalités, qu'en est-il? L'écart entre les inégalités oui. En province de manière générale, entre 2019 et peut-être 2020? Alors, les écarts, en tout cas, par rapport à 2019, vraiment, on peut dire que c'est dans l'épaisseur du trait. Hein. Tant en nombre de personnes pauvres, tant en inégalité. On a des inégalités très claires. Prenons le cas de la province Nord. Il y a quelque chose qui est très flagrant. C'est que vous avez toutes les communes de la zone Est de la province Nord qui ont beaucoup plus de pauvreté et des niveaux de vie beaucoup plus faibles que toutes les communes Ouest de la province Nord. Ça, c'est quelque chose vraiment assez marquant. Et on a une ville en province Nord qui se démarque de la province Nord, mais aussi de toute la Calédonie, c'est Pointe-Boute. C'est là où on a le niveau de vie médian le plus élevé de la Nouvelle-Calédonie. Prochaine étude, c'est cette année, fin d'année? On vise effectivement de faire l'étude sur les données de l'année 2021. Ce sera intéressant parce qu'on aura probablement un effet crise sanitaire et on espère la sortir avant la fin de l'année 2023. Très bien, bon, on va suivre tout ça avec attention. On arrive au terme de cette émission. Merci Lolita Lecrin. Merci Olivier Fagnot pour toutes ces précieuses informations. On ne se quitte pas tout de suite. Je vous propose de finir cette émission avec Henri Nailolo et sa chronique. Direction Lifou, à la tribu de Dhoking. Henri Nailolo propose de le suivre dans un rassemblement religieux, la Convention protestante. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la tribu de Dhoking, ici à Lifou, où il se passe un événement religieux populaire, la Convention protestante. Elle s'adresse à tous les fidèles ainsi que ceux qui participent à la célébration de Pâques cette année. Je vous propose de me suivre et d'aller à la rencontre du pasteur Varkaemo, le président de l'EPKNC. On y va. Notre évangile, c'est un évangile qui est planté dans la terre d'ici et puis qui aide les gens d'ici, mais aussi les gens qui sont venus vers nous. Et le thème aussi qu'on a donné, c'est aussi notre participation, si vous voulez, à la réflexion générale de l'évolution de notre pays. Je disais à un moment donné dans mes propos que la parole que nous prêchons, donc le Christ des îles, il s'inspire du Dokamo des gens de Grande Terre. Et le Dokamo, il est en chacun de nous. Il est en vous, comme en moi, mais aussi chez l'Européen, chez le Wallisien, chez le Tahitien. Et si cette Christ, la vit en chacun de nous, normalement, on peut faire des grandes choses inédites quand même. Et avancer ensemble, non plus l'un à côté de l'autre, mais main dans la main. Notre Église s'est toujours préoccupée de la dimension sociale et puis la dimension prophétique de l'Évangile. On a toujours accompagné le peuple depuis la création de notre Église avec les missionnaires français, donc d'abord anglais puis après français. L'Église s'est toujours intéressée à la vie du peuple. On ne prêche pas un évangile qui est dans les nuages, mais on veut donner forme à notre évangile. Voilà, Henri
et que l'on retrouvera le mois prochain, toujours Oser Loyauté, sur un sujet qui touche le quotidien des Loyaltiens. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Lolita Lecrin, merci Olivier Fagnot d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.